Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui, on va parler de la version 3.5.0 qui, ça y est, elle est officiellement sortie. Elle est plus en bêta, elle est plus en alpha. Elle est libre en téléchargement, totalement gratuite. Et comme d'habitude, ça change pas. Donc, voici à quoi ressemble le nouveau splash screen qui est vraiment cool. Un petit truc, une petite pâtisserie. Bref, vous pouvez télécharger la scène si vous voulez voir un petit peu comment c'est effectué en 3D. C'est totalement gratuit, c'est totalement libre. Il n'y a pas besoin d'abonnement pour les scènes utilisées pour les splash screens, réalisées donc par Nicole Morena. Donc très jolie scène. Et aujourd'hui on va parler du coup des nouveautés. Alors la version est sortie un petit peu quelques temps, je suis un petit peu en retard. Pourquoi j'étais pas là 3 semaines? J'ai pas fait de vidéo pendant 4 semaines du coup. Je vais pas vous raconter ma vie mais rapidement, j'étais absent, j'étais en voyage de noces avec ma femme. Donc voilà, j'ai pas fait de vidéo pendant 3-4 semaines, mais c'est la reprise. C'est à partir d'aujourd'hui que je reprends les vidéos. Donc comme d'habitude, tous les samedis, il y aura une vidéo sur Blender. Un petit peu de Geometry Node, un petit peu de trucs qui n'ont rien à voir avec le Geometry Node. Pour ceux qui sont allergiques au procédural. Et j'arrête de parler de n'importe quoi. Et aujourd'hui, on va parler de la 3.5. Plein de nouveautés, certaines très intéressantes, d'autres qui sont en fait la suite logique des améliorations qu'on avait dans les versions déjà précédentes. Globalement, on va faire un petit tour d'horizon de tout ça. Sur le site Blender de base, vous pouvez télécharger la 3.5 ou aller dans What's New, et là vous avez une sorte de patch note, où vous avez toutes les informations qui concernent les nouveautés de la 3.5. Donc au passage, à chaque fois, en haut, il y a les historiques des versions. Si vous voulez voir un petit peu ce qui a changé entre la 3.4 et la 3.5, ce qui a été amélioré, vous pouvez regarder tout ce qu'il y a en haut. Aujourd'hui, on va parler de la 3.5 un petit peu en détail et on testera ça dans d'autres vidéos. Je ferai des vidéos, je pense, sur les nouvelles fonctionnalités que je juge intéressantes, comment les utiliser. Donc moi aussi, il faut que je me mette de mon côté parce qu'il y a plein de trucs que j'ai pas pu tester encore. Donc, on est parti. Alors, la Blender Foundation et toute l'équipe, la communauté de développement est fière de vous présenter la 3.5. Donc là, ils vous teasent un petit peu les fonctionnalités principales. On va passer ça, comme ça vous n'êtes pas spoil, même si je suis sûr que vous avez déjà vu les nouvelles fonctionnalités parce qu'il me semble que la version est disponible quand même depuis le 29. Ouais, donc ça fait un mois en fait que la version est disponible, mais mieux vaut tard que jamais. Hair There Everywhere. Donc un nouveau système de grooming de hair. Donc c'est quoi? Ce sont les particules qui permettent de faire des cheveux, des poils, de la fourrure, des tapis, une couverture, ce que vous voulez. À chaque fois qu'on utilise des particules de type hair, on a un nouveau système qui a été mis en place. À l'époque, il fallait passer par le système de particules de Blender qui permettait de gérer les hairs de manière assez souple, mais il avait pour inconvénient de ne pas être procédural. On ne pouvait pas rajouter plusieurs modificateurs dessus. C'était un petit peu vieillot comme système, même s'il fonctionnait assez bien. Donc maintenant, c'est un nouveau système basé sur les curves, donc qui a été introduit dans Blender 3.3 et qui là va prendre un major leap, c'est-à-dire on passe au cran supérieur. Pourquoi? Parce que tout ça maintenant c'est compatible avec le Geometry Node. Ils ont rajouté plein de nouvelles fonctionnalités. Ça permet d'avoir quelque chose d'entièrement procédural, donc beaucoup plus souple, beaucoup plus modulable, de permettre à l'utilisateur de créer un premier système de particules, ensuite venir modifier uniquement certains paramétrages, tout en profitant des avantages du Geometry Node. Donc ça, c'est vraiment cool. Il y a une petite vidéo que vous pouvez regarder qui explique un petit peu les fonctionnalités, de sorte de mini tuto. Et ensuite, on a plein de choses qui nous sont expliquées. Creating and grooming fancy hairdos. Donc là, c'est plusieurs styles de cheveux qui sont générés à partir d'un seul type de hair, parce que l'avantage, c'est que vu que tout ça, maintenant, c'est procédural, on dirait que le ratio est un petit peu écrasé en largeur, bon, c'est pas très grave. Vu que tout ça, c'est procédural, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mais vous pouvez coiffer les guides. Donc à chaque fois qu'on travaille dans un système de hair particles, que ce soit dans Blender ou dans d'autres logiciels plus répandus comme Houdini ou d'autres, comme on va avoir des millions de cheveux sur le crâne du personnage, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne peut pas se permettre de travailler directement sur des millions de particules. Donc on va d'abord travailler sur ce qu'on appelle des guides, qui eux vont influencer le reste des particules. Donc les guides, on va dire que ce sont une structure principale de cheveux qui va permettre de définir la forme, l'orientation, la longueur des cheveux qui vont spawn autour. C'était un petit peu le système de Children qu'on avait à l'époque, c'était ça un petit peu le système de guide. Donc là, ça va permettre de travailler sur des guides en temps réel, donc des formes. Et ensuite, le système de Geometry Node va venir surcharger un petit peu ces informations pour faire différentes modifications. Donc à partir d'un même guide, je pourrais avoir des cheveux avec plus ou moins de clumps, plus ou moins d'épaisseur, plus ou moins de boucles. Donc tout ça, ce sera entièrement dynamique. Donc là, pour le moment, ce qui nous montre comment coiffer des cheveux, comment allonger leur taille et tout, ça, on l'avait déjà. Mais là, ce qui est fort, c'est que tout ça, c'est procédural. Et du coup, je vais pouvoir changer en temps réel plein de paramétrages. Donc rien
du coup, ne m'empêcherait maintenant de faire en sorte que lorsqu'un objet se rapproche d'un autre, les cheveux vont bouger un petit peu pour éviter de faire de la simulation. Je pourrais faire plein de choses à partir de ça. Faire pousser des cheveux en fonction d'un certain élément, couper des cheveux comme si on tondait un personnage. On peut faire plein de choses. Donc vous avez des exemples juste en dessous, donc ça rend plutôt bien. Les rendus étaient déjà très qualitatifs déjà à l'époque avec l'ancien système de particules. En termes de rendu, il n'y a pas trop de différence, je pense, qui a été effectuée. On a toujours le Air Principal BSDF qui permet d'avoir un rendu assez réaliste en termes d'éclairage, de matériaux. Donc c'est quelque chose qui est basé sur la mélanine qu'on a dans les vrais cheveux pour teindre un petit peu le shader du matériau. Donc c'est vraiment cool. Que vous souhaitiez faire un rendu de différents pelages d'animaux, donc moutons, zèbres, etc., du chat, ce que vous voulez, ça va permettre de faire pas mal de choses. Donc ça, c'est vraiment cool. Et là, il nous explique également que pour la première fois, Blender vous propose des assets qui sont pré-intégrés dans le logiciel, donc pas besoin de les télécharger, et qui sont divisés en catégories. Donc on a des déformations de cheveux, de la génération de cheveux, des informations sur les guides, des utilitaires, des lectures et des écritures. Donc ça permet par exemple avec un simple drag and drop, donc un glisser et déposer, de changer différentes interprétations des cheveux. Donc là vous voyez, j'ai des guides dessous qui vont définir la position de mes cheveux. Et ensuite je vais pouvoir dire, ici, je vais vouloir que j'ai un effet de boucle. Ici je veux des couettes autour de mon guide. Voilà, j'ai plein de choses qui sont proposées ici. Et tout ceci, ça va être géré en Geometry Node, donc évolutif, modifiable par l'utilisateur pour créer ses propres systèmes. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc en gros, là, il vous présente les outils principaux qui sont générés, je le rappelle, avec le Geometry Node. Donc on a tout d'abord, est-ce que je peux zoomer? Voilà, magnifique. On a tout d'abord, hop là, je me mets ici. On a tout d'abord le Generate Hair Curves. Donc ça, c'est quoi? Ça permet de générer, comme le nom l'indique, des courbes pour les cheveux. Donc, comme d'habitude, Geometry Node, c'est-à-dire que là, vous allez avoir plein d'informations. Ces informations, ça peut être quoi? Ça peut être sélectionner la surface sur laquelle je veux faire pousser des cheveux, sélectionner la longueur du cheveu, sélectionner le viewport amount, donc le nombre de cheveux que je vais afficher dans la vue 3D. Et tout ça, c'est modifiable en temps réel. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, hop là, j'ouvre Blender juste à côté, c'est qu'à l'époque, pour rajouter des particules sur un objet, il fallait aller ici dans les particles, faire un plus et aller dans R. Donc ça, c'est toujours présent. Mais là, vous n'aurez rien dans le Geometry Node. Si je vais dans Geometry Node, qui est juste ici, oui, j'ai rien du tout. Donc ça, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est pas ça la nouveauté. La nouveauté, c'est en sélectionnant un objet, je fais Shift A, comme si je voulais rajouter un autre objet, donc c'est là un petit peu la particularité. Puis ensuite, je vais dans Curve, parce que c'est un système de curve. J'ai deux choses qui vont m'intéresser. J'ai le Empty Air, qui permet de créer un Empty Air, et ensuite, je vais pouvoir créer dans mon système de Geometry Node, vous voyez, il m'en a créé un, mais là, j'ai rien du tout. J'ai juste un Deform Curve Face. Je vais pouvoir créer mon propre système de particules. Donc, très important, quand vous faites ceci, ça se passe ensuite dans le Sculpt Mode pour rajouter des éléments. Donc, ça aussi, c'est un petit peu particulier, mais je pense que je ferai une vidéo dessus. Sinon, avec Shift A, si je vais dans Curve, j'ai un type Fur qui va automatiquement, vous voyez, me créer une sorte de fourrure sur mon objet. Et tout ceci va utiliser, c'est une sorte de démo, ça va utiliser tout ce qui est présenté, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Donc par exemple le Setter Curve Profile, le Interpolate Curve, on a toutes ces choses qui sont générées directement en Geometry Node. Alors là, ça peut paraître un petit peu complexe, ça l'est si vous voulez rentrer dans les détails, mais sinon, vous pouvez repartir de ça, modifier un petit peu les informations, et sinon vous avez toujours la possibilité de faire un empty air comme on a vu tout à l'heure, pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Et là, si je vais dans Sculpt Mode, je vais pouvoir modifier les cheveux ici, je vais pouvoir comme d'habitude les coiffer. Donc voilà, tout cela ça change pas. La seule différence c'est qu'avant on était directement, hop là, dans un éditeur de particules de type cheveux. Là ça se passe avec le Sculpt Mode parce qu'il considère que ce sont des courbes. Qui dit courbe dit quelque chose modifiable en temps réel. Donc je peux courber tout ça, je peux ensuite changer différentes choses, par exemple le rayon ici. Alors il faudrait que je trouve quelque chose qui ait un impact, voilà, l'interpolation des guides. Voilà, j'ai plein de modifications en temps réel, donc je vais pas fouiller tout ça. On a la densité également, donc si je baisse, si je le mets à 10, vous allez voir que hop là, j'ai beaucoup moins de cheveux. Si je le mets à 10 000, je vais en avoir beaucoup plus. Et voilà. Et tout cela, c'est éditable en temps réel. Et l'avantage, c'est que vu que c'est du Geometry Node, je profite de l'avantage
ça fait beaucoup d'avantages. Je profite de l'avantage de ce système-là. Donc je pourrais, comme j'ai dit tout à l'heure, permettre en fonction de la proximité d'un objet d'avoir plus ou moins de densité. Je pourrais l'optimiser en fonction de la distance de la caméra. Je pourrais faire plein de choses. Et ça, c'est vraiment cool. Donc voilà comment fonctionne le nouveau système de particules. Donc on a quelque chose pour générer des cheveux. On a quelque chose pour interpoler. Donc ça, c'est très important. Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre la notion de guide. Parce que les guides, c'est ce qui va donner la direction, ce qui va donner une influence aux cheveux, mais ensuite il faut interpoler des cheveux. Donc si j'ai 500 guides, je ne peux pas avoir un personnage avec 500 cheveux, sinon ça ne fera pas assez dense. Donc l'interpolation permet d'indiquer à Blender de générer des cheveux entre les différents guides, tout en conservant l'influence de ces guides sur la courbure, sur la taille, sur plein de choses, sur le clump. C'est exactement ce qu'on a ici. Donc, Interpolated Existing Guide Curve on a Surface Mesh, donc ça permet voilà, d'interpoler des cheveux sur une surface. Donc ça c'est très important, on doit sélectionner une surface à partir de laquelle les cheveux vont pousser pour générer un système comme vous avez juste à droite. Donc tout ceci là, c'est un système classique de géométrie node, vous avez des entrées et des sorties. Si vous double-cliquez dessus, vous pouvez explorer ce qui a été fait à l'intérieur pour tout modifier également. Donc là, Blender vous donne vraiment la possibilité de faire évoluer comme vous souhaitez les outils qui sont proposés par défaut dans Blender. Donc là, on est dans des outils de type génération. Donc c'est ce qu'on a juste ici, Generation, également ici. Vous allez voir qu'après, on a des utilitaires, on a plein de petites choses qui sont expliquées. Donc le Duplicator Curve, ça permet tout simplement de dupliquer un certain nombre de fois des cheveux. Donc ça peut être également intéressant. C'est un petit peu différent de l'interpolation, parce que l'interpolation, ça va se faire d'un guide à un autre, alors que là, c'est vraiment autour d'un guide. Voilà. On a un guide, on va générer des cheveux tout autour. Vous voyez d'ailleurs, on a la forme de la distribution, on a plein de choses, on a différents sites, vu que c'est une génération aléatoire, on a le nombre de particules qu'on doit générer autour des cheveux, on a plein de petits trucs, alors que là, ça fonctionne un petit peu différemment. Et tout ça, ça a testé. C'est quand même plus pratique de le tester en temps réel, plutôt que se fier, bon déjà les vidéos aident pas mal, mais même si moi je fais des vidéos dessus, je vous conseille de le tester de votre côté, pour vraiment prendre en main l'outil. C'est quand même plus facile ensuite à comprendre que, plutôt que regarder quelqu'un qui le fait. Attacher curve to surface, donc ça permet vraiment d'attacher les curves à une surface pour que ça suive celle-ci, pour que ce soit aligné à la normale. Si je veux conserver avec le Blend Along Curve la courbure initiale de ma normale, donc ça dépend également de ce que vous voulez faire. Si vous voulez par exemple faire une balle de tennis, la plupart du temps on aura les poils qui poussent de la surface qui suivent la normale, sans forcément courber les éléments. Par contre, si vous mettez des cheveux sur le front d'un personnage, ben vous voulez cette sorte de courbure un petit peu devant. Donc tout ça, c'est des paramétrages qu'on peut générer en temps réel. Comme d'habitude, on profite des avantages du Geometry Node. Donc tout ça, c'est évolutif. On a ensuite le clump. Alors le clump, c'est quoi? C'est une notion qui est très importante quand on fait du grooming. Ça permet tout simplement de faire converger. Ok, alors attention, parce que peut-être que ma définition ne va pas être explicite, mais une image vaut mieux que 1000 mots. Donc ça permet de faire converger les poils générés par un guide autour de celui-ci. C'est-à-dire que si vous avez un guide avec 10 000 poils qui sont générés autour, vous allez faire en sorte que ces 10 000 poils vont converger petit à petit vers le type, donc vers l'extrémité du guide. Et tout simplement, ça permet d'avoir des shapes comme vous avez ici. Donc les shapes sont évolutives, on peut avoir quelque chose de un petit peu plus fin qui va se réouvrir, quelque chose qui s'ouvre et qui se referme un petit peu à la fin. Donc rajouter un petit peu d'aléatoire, voilà, ça permet vraiment de faire quelque chose qui ressemble à ça. Donc ça peut donner un effet mouillé dans des cheveux ou dans une fourrure d'un animal. Vous voyez, on peut même gérer le radius, on peut faire plein de choses. Une fois de plus, je vais me répéter, mais tout ça c'est évolutif, donc c'est ça vraiment l'avantage. On a le curl, air curves, pardon. Difficile à prononcer. L'avantage également, c'est que tout ça, je peux, vu que c'est du Geometry Node, les mettre les uns à la suite de l'autre, dans l'ordre que je veux. Donc faire du clump, puis ensuite du curl, faire du curl et ensuite du clump. Je peux faire plein de choses, je fais ce que je veux. Là, je suis plus bridé, comme on avait à l'époque, ou si je mettais du curl, je ne peux pas mettre du braid par-dessus, sinon il fallait que j'applique le modifieur, que je reconvertisse en curve, que je remette une modification. C'était très compliqué. Maintenant, tout ça, c'est évolutif. Donc ça permet d'enchaîner les modifications comme je le souhaite. Donc le curl, ça permet vraiment de faire un effet de boucle dans les cheveux. Vous voyez que ça marche assez bien. On a le braid qui permet de faire des tresses, comme le nom l'indique. Donc pareil, vous avez plein de paramétrages. L'avantage, c'est que vu que ça, c'est éditable, vous pouvez rajouter vos propres paramétrages. Si vous connaissez rien du tout en Geometry Node,
Normalement, vous pouvez vous contenter de ça pour obtenir quelque chose qui est relativement poussé pour des résultats, on va dire, classiques. Si vous voulez un système un petit peu plus personnalisé, rien ne vous empêche d'éditer ce propre node pour ajouter, moi je sais pas, un autre paramétrage qui définirait un comportement spécifique. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. On a d'autres déformations. On a, pour donner un effet un petit peu frisé, voilà, toujours avec une distance, une forme et une génération aléatoire, le seed. Le preserve length qui permet de conserver la longueur des cheveux, sinon ça va vous les écraser. En parlant d'écrasement, on en a deux là qui permettent de modifier un petit peu ceci. On a le smooth qui va permettre en fonction de plusieurs guides d'adoucir un petit peu cette interpolation pour faire en sorte, vous voyez, de passer d'un guide. Donc ce qui est en blanc là, c'est des guides et ce qui est en orange, c'est les cheveux générés. Donc là, on voit bien qu'on a une interpolation entre tous ces éléments là. Le smooth, ça va permettre, de ce que je vois, je ne l'ai pas testé, hein, mais d'adoucir un petit peu l'interprétation entre les différents guides pour faire en sorte qu'on ait un dégradé continuel entre les différentes formes de guides présents sur notre surface. Le roll-up, ça va permettre d'enrouler ou de dérouler les éléments le long des guides. Donc ça peut être très intéressant pour faire, je sais pas moi, alors je pense notamment si on veut faire une sorte d'herbe qui pousse ou autre, on pourrait très bien faire dérouler une tige et ensuite faire éclore une fleur. On peut faire vraiment ce qu'on veut, donc ça c'est assez intéressant. Ça permet d'animer, donc là ils appellent ça une déformation. Hein. Ça peut permettre de déformer si je veux des cheveux plus ou moins bouclés le long d'un crâne ou autre, mais ça peut également permettre à animer pour faire voilà, des petites choses assez intéressantes. Et vous voyez qu'il y en a énormément. Donc on a des choses pour couper, changer la longueur. Donc trim à la base c'est rogner, mais de ce que j'avais lu dans la description, ça permet d'augmenter également la longueur. Donc d'ailleurs si on clique dessus, vous pouvez voir qu'il y a tout qui est expliqué. On a une petite vidéo à chaque fois, donc c'est vraiment cool, où il bouge un petit peu les paramétrages principaux pour vous montrer comment ça fonctionne. Et on a tous les paramétrages qui sont expliqués juste en dessous. Comme ça, vous ne pouvez pas vous perdre. Donc on a des déformations pour rendre des choses un petit peu plus rigides. On a le shrink wrap qui permet d'interpoler différentes choses entre les courbes. On a des rotations de cheveux. On a du noise, donc ça peut être intéressant aussi pour faker des sortes de simulations avec du vent ou autre. Je peux faire bouger le noise et ça permettrait de faire en sorte, comme si on avait du vent dans les cheveux alors qu'on n'a pas de réelle simulation, vous voyez ce qu'il vient de faire ici. Donc ça peut être intéressant pour alléger un petit peu tout ça. On a du displace sur les curves. On a plein de choses. On a des paramétrages pour récupérer l'information de la racine ou du type donc de l'extrémité de notre courbe. On a les profils d'interpolation, enfin du moins de forme de votre courbe, pardon. Je peux parler. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, je ne sais plus parler. Donc ça va définir la forme de votre poil, entre guillemets. C'est-à-dire que vous pouvez très bien faire des tubes. Donc ça va ressembler à des pailles, en gros, si vous avez quelque chose de linéaire. Mais les cheveux, généralement, ils sont épais à la racine, et plus vous approchez du bout, et plus ils sont fins. Donc un peu comme vous avez ici, là, ou même là. Mais ça va permettre d'avoir des interprétations différentes. Donc ça, c'est vraiment l'équivalent que l'on avait avant dans la shape des particules de type R. Donc voilà tout ce qu'on a. On a des choses qui permettent de générer des identifiants aléatoires pour faire du shader qui ne sera pas uniforme sur tous mes cheveux. On a plein de paramétrages. Ok? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va revenir sur du 100%. On a le Vector Displacement Map. Alors là, on passe totalement à autre chose. On n'est plus sur du Groom, mais on reste sur le Sculpt Mode, parce que je rappelle que toutes ces éditions-là, pardon, c'est Geometry Node plus Sculpt Mode, pour venir à la main un petit peu rajouter des guides, enlever des guides, augmenter la longueur, courber en coiffant manuellement les guides. Donc tout ça, c'est dans le Geometry Node, et vous voyez que on a plein de choses qui ont été modifiées juste ici. Vector Displacement Map, c'est quoi? C'est quelque chose, donc qu'on appelle le VDM, qui est basé sur du displacement pour venir rajouter des éléments dans vos sculpts. Alors dit comme ça, vous dites peut-être, ouais, je vois pas trop à quoi ça sert. Eh bien si, ça va permettre de vous créer une sorte de librairie d'éléments préfaits. Donc imaginons qu'un jour, vous sculptiez une oreille. Ça vous a pris un jour, vous êtes content, vous avez fait votre oreille, vous dites, mais cette oreille, j'aimerais bien la réutiliser. Mais vous pouvez. Alors, ça c'est du rendu, je ne sais pas si c'est prévu dans Blender, mais si ce n'est pas le cas, ce sera prévu plus tard. Vous pouvez baker une map 3D de Displace pour la réinjecter dans un système de sculpt. Donc ça c'est déjà présent dans ZBrush, ils l'ont rajouté directement dans Blender. Et vous pouvez également télécharger du coup des textures préfaites. Donc par exemple, imaginez que
vous êtes vraiment nul en sculpting comme moi et que vous vouliez modéliser un personnage, vous pouvez télécharger une texture d'un nez par exemple et la rajouter directement sur votre modèle. Alors comment ça fonctionne? Vous voyez tous comment marche le displacement. Par défaut, c'est une map de noir et blanc où on va pousser plus ou moins les polygones en fonction d'un shift. Là, c'est exactement la même chose, sauf qu'on rajoute à cela une troisième dimension. C'est-à-dire qu'en principe, quand j'ai un plane, mon displace peut juste faire ça ou ça. Là, vu qu'on a 3 dimensions, il va pouvoir faire ça et ça. Et ça, c'est intéressant parce que je sors du champ de la caméra et je fais planter l'autofocus. Donc, avant, on avait juste ça, maintenant, on peut faire ça et ça. Et ceci est rendu possible, vous voyez, grâce aux exemples qu'on a dessous. Donc, si je clique dessus, Seed Manual, voilà, Vector Displacement, on s'en fiche. Contrairement au displacement habituel, ce système-là utilise un système de 3 couleurs, voilà, qui représente donc les 3 directions au lieu d'une seule. Donc c'est ce que je disais avant. Avant, on avait du noir et blanc qui poussait uniquement en plus ou en moins. Maintenant, vu qu'on a un système de 3 couleurs, on a un vecteur en fait, tac tac tac, donc un vecteur 3D, qui va indiquer à Blender comment il doit pousser le polygone. Donc plus seulement en hauteur, mais selon les 3 axes. Donc ça permet, vous voyez avec les maps qu'on a ci-dessous, qui visuellement on peut, ça ressemble un petit peu à une normale map, sauf que au lieu de faire varier les normales pour récupérer la lumière, là ça va faire varier les polygones en les poussant sur 3 axes. Donc c'est assez pratique, ça va permettre de fluidifier et surtout de rendre beaucoup plus rapide le process de sculpting. Vous voyez là, le visage du personnage, il part de ça, hein. Donc il part juste d'une forme de base, et en 34 secondes, il a son personnage. Les yeux, le nez, alors il vient de le positionner avec un grab, il remodifie un petit peu la forme. Donc là, c'est assez rapide. La bouche, pareil. Et vous voyez que là, déjà, il a un début de personnage qui va relativement vite. Donc là, ça va permettre vraiment d'avoir une sorte de librairie de textures. Et en fait, à travers une texture, c'est comme si on avait une librairie de mini-patch de sculpts qu'on va pouvoir mettre là où on souhaite. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ensuite, nouvelle fonctionnalité, je pense que celle-là, juste après le nouveau système de cheveux, c'est celle que je préfère. Ça va m'être extrêmement utile. Pourquoi? Parce que what you camp is what you get. C'est-à-dire que tout le compositing que vous allez faire dans Blender, à l'époque, comment ça marchait? On faisait notre scène 3D, on faisait le rendu, on allait dans le compositor, on avait plusieurs méthodes pour voir le rendu final. Soit je rajoutais un autre viewer, là je faisais mon compo, je le voyais en temps réel, soit je le mettais dans le composite, mais il fallait que je relance le rendu pour que le compo se fasse, et là je voyais ce que ça donne. Ou alors j'enregistrais le truc de la note viewer, mais je perdais plein d'informations. Maintenant, c'est beaucoup plus pratique. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir visualiser en temps réel dans ma vue 3D le compositing. Et là vous dites, c'est exceptionnel. Et la réponse est oui, c'est exceptionnel. On a plusieurs modes de vue du coup. Quand on passe en rendu temps réel, donc ça c'est déjà présent depuis moult et moult versions, ouais, ça permet d'avoir une vraie interprétation en temps réel avec Eevee ou avec Cycles. En mettant le DNOS de Cycles en plus, ça bombarde. Si vous avez une bonne carte graphique, vous avez un rendu qui se rapproche du rendu final. On n'y est pas encore, hein, mais qui se rapproche du rendu final avec le denoise. Et du coup, sur ça, si vous rajoutez le compositing, on se rapproche encore plus du rendu final que l'on va obtenir dans nos scènes 3D. Donc ça, c'est vraiment cool. Vous pouvez soit avoir le rendu de base sans compositing, soit indiquer à Blender que je veux mon compositing. Vous voyez, on l'a vu juste ici, là. Mon compositing dans la caméra. Tac. Donc par défaut, les disables, pas de compositing. Caméra, c'est uniquement en vue caméra. Comme ça, si je bouge autour, je vois ma scène sans compositing. Et always, il va me mettre le compositing partout. Vous voyez? Même quand je bouge dans la vue 3D, j'ai mon compositing qui est appliqué dans Blender. Et ça, c'est vraiment cool. Alors, on a quelques limitations. On a quelques limitations, c'est-à-dire que, effectivement, on a des nodes qui ne sont encore pas compatibles avec ce système-là. Je crois que, hop là, Supported Features, c'est juste ici si vous voulez voir, mais on en a quand même pas mal. Donc vous voyez, tout ce qui est coché, c'est ce qui est supporté par le compositing en temps réel. Donc, ils ont divisé en catégories qu'on a dans le Shift A, dans le compositor, les input, output, color, etc., etc. Color, par exemple, tout est pris en compte. Donc quand vous faites des color correction, des changements d'exposition, un RGB curve, un invert, un alpha over, tout ceci, vous pouvez le voir en temps réel dans la vue 3D, c'est vraiment cool. Converteur, quasiment tout. Filter, il y en a encore certains qui ne fonctionnent pas. Tout ce qui est défocus, je ne sais même pas comment ça va surcharger ce qui est présent si on met du depth of field dans la caméra et tout. Donc peut-être que là, en plus des limitations techniques, on a carrément quelque chose qui est contre-intuitif parce qu'il faudrait bloquer certaines fonctionnalités qui sont présentes de base dans Blender pour permettre ça en temps réel.
Le denoise également, vu qu'on a déjà du denoise qui peut se faire en temps réel, comment celui-là il va s'interpréter, vu que normalement il doit attendre la fin de rendu. Donc il y a plein de petites questions comme ça. Je suis même pas sûr pour denoise défocus que véritablement il soit utile pour du temps réel, vu que c'est quelque chose qui se fait vraiment en post-traitement. Bon, le défocus à la limite, mais il faudrait bloquer le défocus de la caméra qu'on peut mettre de base. Donc vous voyez quand même, il y a beaucoup de choses, distorsion également, hein, il y a beaucoup de choses qui sont présentes en temps réel. Donc vu qu'ils ont listé ça avec des petites coches, hein, je suppose que l'objectif c'est de rendre tout compatible le plus rapidement possible. Mais déjà pour le moment, il y a énormément de choses. Il y a énormément de choses qui sont proposées et ça c'est vraiment cool. C'est du jamais vu. Une nouvelle expérience dans la viewport. Donc là il nous montre l'avant-après. Donc avant, viewport compositing off, on n'a pas de bloom, on n'a rien du tout. Et là, bam, on a vraiment... Alors c'est peut-être je dis du bloom. Oui, je pense qu'on a du bloom. On a peut-être également un masque avec du flou autour de la caméra en plus du doff. Mais bon, on a plein de choses. Vous pouvez même... Alors pourquoi ils ont fait ce screenshot? Je pense que c'est pour montrer que, en plus d'avoir le compositing, vous avez tout l'overlay qui est présent. Vous pouvez même éditer en temps réel. Donc, si vous êtes fou, vous pouvez activer le compositing et faire de la modélisation dedans. Rien ne vous empêche de le faire. Bon, je vous le déconseille parce que ça va quand même alourdir un petit peu le process. Donc tout ceci est optimisé pour le GPU. Voilà, New GPU Based Compositor takes 3 viewports to the next level. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est calculé par la carte graphique. Donc ça doit être compatible CPU, je suppose, mais c'est quand même beaucoup plus rapide, vous le savez, à chaque fois de faire les calculs comme ceci graphiques avec la carte graphique. Parce que c'est son boulot en fait. Le CPU, il n'est pas fait pour ça à la base. Il fonctionne pour les moteurs de rendu parce qu'il permet de compiler plein d'informations, mais la plupart du temps, pour faire des calculs graphiques, notamment en temps réel, là on ne parle pas de précalculer, mais on parle de temps réel, le GPU, il est là pour ça. Donc Power Metal, donc ça c'est pour les utilisateurs de macOS où on a du coup une amélioration en termes de performance, donc ça c'est cool. Light Up, donc un nouveau système dans Cycles qui est Light 3 qui permet d'optimiser un petit peu le calcul des samples. Avec moins de samples, vous pouvez obtenir un meilleur résultat. Alors ça, c'est un petit peu à double tranchant. Pourquoi? Là, il vous montre effectivement sans le Light 3 et avec le Light 3. Alors effectivement, on perd en noise. Mais ce qu'il faut lire, c'est ce qu'il y a ici en petit. Donc quand on active le Light 3, le noise est significativement réduit, ok, mais à un prix. C'est un prix, effectivement. Le rendu par sample est un petit peu plus important. Donc il faudrait vraiment, là ce que j'aimerais bien, moi, c'est voir des courbes de comparatif. Parce qu'effectivement, avec moins de samples, on a un meilleur résultat. Mais si chaque sample prend 10 fois plus de temps qu'avec plus de samples, je ne sais pas si vous m'avez suivi, alors c'est un petit peu biaisé comme rendu. Mais, comme résultat, pardon. Mais je suppose que s'ils ont fait ça, c'est que ça doit accélérer un petit peu le système de rendu. Donc ça, j'aimerais bien le tester et comme ça, je vous ferai des statistiques dessus. Flexible Spots, donc ça, c'était aberrant qu'on ait aucune possibilité jusqu'à maintenant. On avait juste un changement de scale homothétique. Et là, maintenant, on a le non-uniform object scale, donc non homothétique. C'est-à-dire que je peux faire un rescale uniquement en X, uniquement en Y, ou comme d'habitude en XY, si je le souhaite. Mais ça permet d'avoir des spots un petit peu plus fins, chose qu'on ne pouvait pas faire avant avec ce type de light. On a le area spread. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent... alors, ça permet d'imiter le graded softball in real life. Donc ça, c'est des sortes de lampes que les photographes et tout doivent connaître, où on a une light avec une grille devant. Donc ça permet de faire un traitement un petit peu spécifique de la lumière pour la projeter de manière bien particulière. Donc comment ce que ça faisait? C'est que vu que j'avais une grille sur mon élément, ma light ne comprenait pas, donc j'avais des petits points, des petits fireflies qui se créaient de partout. Ça marchait pas bien. Il n'arrivait pas vraiment à interpréter la lumière. Maintenant, after, bam, c'est magnifique. Ça fonctionne très bien. On n'a plus d'effet comme on avait avant. Ils ont augmenté un petit peu le système d'anisotropie BSDF. L'anisotropie, c'est quoi? Donc vous voyez, avant, il me semble qu'on avait une sorte de Fresnel qui s'ajoutait par-dessus, qui n'était pas très beau, notamment autour de l'objet. L'anisotropie, c'est quelque chose qui permet de définir un petit peu la manière dont on va se réfracter, réfléchir la lumière sur une surface métallique. Exemple très simple, le dessous d'une poêle. Vous prenez le dessous d'une poêle, et vous voyez, vous allez avoir ces éléments-là, parce qu'on a plein de petits traits dessus qui font en sorte que la lumière rebondit d'une manière particulière. Ça, c'est l'anisotropie. Voilà, il y a des changements qui ont été effectués à ce niveau-là pour avoir un rendu un petit peu plus cohérent.
des petites modifications en termes d'animation. Vous savez que depuis peu dans Blender, 2 ou 3 versions majeures maintenant, on a un système de pose library, donc c'est-à-dire une bibliothèque de pose. Donc vous pouvez faire votre personnage, faire là j'ouvre les yeux, là je ferme la main, là je souris, là je tire la gueule, etc. etc. Et tout ceci vous pouvez l'enregistrer dans une librairie de pose. Donc maintenant on a plein de modifications qui ont été effectuées pour rendre la chose un petit peu plus intuitive et facile d'utilisation en termes de modification. Par exemple avec Control, vous pouvez inverser la pose. C'est pas mal. Avec eux, vous pouvez exagérer la pose et aller au-delà de 100%. Alors ça veut dire quoi au-delà de 100%? Parce que tout ça en fait c'est un petit peu un système de shape key comme on a déjà dans Blender, où je peux aller, par exemple, ça c'est ma pose de base, ça c'est ma pose ouverte, je peux aller de 0 à 100% de base. Le exaggerate, ça va permettre de faire une sorte de projection de courbe pour aller au-delà des 100%. C'est-à-dire que ça c'est du 0, ça c'est du 100. Je pourrais faire du 0, 100, 110, 120. Bon, après je ne suis pas ultra flexible, mais les doigts devraient s'inverser, c'est exactement ce que vous avez ici. Donc ça permet d'exagérer les poses pour donner un effet cartoon, c'est vraiment cool. Et vous pouvez également maintenant soustraire des poses, donc ça c'est quelque chose d'encore différent. Le easy easing. Le easing c'est quoi? C'est quelque chose qui permet de faire un adouci, un amortissement sur l'interprétation de courbes. Pareil, donc là c'est une nouvelle interface qui permet vraiment, donc ça c'est pour ceux qui font de l'animation vont très vite comprendre pourquoi c'est utile. Donc pareil, avec un pourcentage en haut, vous allez pouvoir définir l'influence du ease, donc de l'amorti sur les courbes. Alors, le nouveau système Ease Graph Editor vous permet d'aligner facilement sur une courbe exponentielle utile pour faire un truc sur des multiclés. Voilà, donc ça permet vraiment de changer l'interprétation sur l'interpolation. Bon, il y a plein de modifications d'animation également. Le Grease Pencil avec le Build Modifier maintenant, avec un Timing Mode qui permet vraiment de réitérer, vous voyez, Natural Drawing Speed, de rendre le dessin un petit peu plus naturel en uniformisant la vitesse de génération. Alors pardon, je ne vous ai pas expliqué. Le build, c'est exactement le modificateur que l'on a dans la vue 3D, sauf que là, ça permet, pareil, je transmettrai, je dis build, et on va voir Blender dessiner au fur et à mesure. Donc là maintenant, il y a quelque chose qui rend le dessin un petit peu plus naturel, où vous pouvez contrôler le speed. Donc ça, c'est intéressant. Donc plein de modifications dans le Grease Pencil, je vous avoue que j'y ai quasiment jamais touché, donc je ne pourrais pas vous en parler en détail. Et on a l'USD, l'Universal... Vous savez ce que c'est l'USD? L'USD, il faut que je vous montre la doc. Universal Scene Description. USD, alors bien évidemment le cours euro USD Pixar, qui a été mis en place par Pixar bien évidemment, qui est un système de description de scènes 3D. Donc je vous conseille de lire ce site si ça vous intéresse. Tout est expliqué. L'avantage c'est quoi? C'est que ce système-là permet de rendre l'utilisation des scènes 3D beaucoup plus souple, beaucoup plus évolutive et surtout éditable par plusieurs personnes en même temps, notamment si quelqu'un veut travailler sur la position de l'objet 3D, l'autre peut travailler sur sa modélisation parce que tout est basé sur un système de référence. Donc le point USDZ, qui est introduit maintenant en l'import et à l'export, parce qu'il y en avait un des deux qui n'était pas compatible avant, ça permet d'avoir une sorte de... Voilà, c'est une archive zip de l'USD. Donc maintenant, c'est rendu compatible. Et du coup, on a une description de scène, donc c'est une sorte de hiérarchie où on a la liste des objets qui vont pointer vers des références. Donc rien ne m'empêche de travailler directement sur la référence, le temps que quelqu'un d'autre déplace cette référence dans la vue 3D. Et, oui, j'ai pris un accent bizarre, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, pour le travail collaboratif, c'est très bien. Ça permet d'alléger également tout ça, parce que le fichier USD en soi, il pèse pas grand chose vu qu'il va juste pointer sur des éléments, donc ça c'est vraiment cool. Donc tout est compatible maintenant dans Blender, du moins de plus en plus de choses, et ça c'est bien. Et c'est surtout l'avenir, et en parlant d'avenir, c'est Industry Ready. Donc voilà, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser dans les studios, dans les pipelines, pour une partie, pour l'intégralité de votre pipe de 3D. Il manque encore 2-3 trucs pour que ce soit vraiment Industry Ready à 100% je trouve, mais c'est un très bon début. Et pour des projets perso, il n'y a pas mieux, bien évidemment. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, hein, la scène, vous pouvez télécharger la scène, elle fait que 7 mégas pour voir un petit peu comment ceci a été réalisé. Et vous pouvez vous amuser dessus. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de nouveautés. Les trois principales nouveautés, pardon, c'est quoi? C'est le nouveau système de R.
Ça, c'est assez fou parce que maintenant, tout est procédural, donc c'est vraiment cool. On se rapproche un petit peu de ce que peut proposer Houdini ou d'autres systèmes de particules avancées sur ce site de grooming. Ensuite, on a le compositing en temps réel, qui est également vraiment cool. Et on a également tous les systèmes d'animation qui peuvent être intéressants. Dans le troisième que je voulais montrer, compositing temps réel. Ah oui, ceci, le Vector Displacement Map qui est vraiment très cool aussi, qui est basé du coup, comme je rappelle, sur un displacement à 3 axes, qui permet vraiment de faire des déplacements basés sur des vecteurs beaucoup plus poussés qu'un displace de base. Parce qu'avec un displace de base, une oreille, je ne pourrais pas l'obtenir. J'aurais juste des modifications de hauteur, mais je n'aurais pas des petits changements de courbure le long du displace, parce qu'il me faut un troisième axe pour indiquer à Blender comment il doit se comporter. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, ce petit aperçu un petit peu des nouveautés, même si ça arrive un petit peu tard, je suis désolé. Et on essaiera de faire des petites vidéos sur les fonctionnalités principales de ceci, donc le compositor en temps réel, je ferai une vidéo dessus, c'est sûr. Il faut que je m'entraîne un petit peu sur le Groom pour vous expliquer comment ça fonctionne, pour bien comprendre le système. Techniquement, hein, je parle artistiquement, je suis nul, donc pour tout ceci, ça va pas être fou, mais au moins techniquement pour vous expliquer comment ça marche. Pareil pour ça, on a plein de petites choses à voir ensemble, du coup ça va être cool. Ok? Et ça, il faut que je m'y intéresse. Je vais lire la doc exactement pour voir techniquement comment ça fonctionne. Et ensuite, comment optimiser un petit peu les scènes, voir si vraiment le gain est considérable en termes de temps de rendu, parce que parler en samples, pour moi, c'est pas forcément cohérent. Moi, je vais voir le temps de rendu. C'est surtout ça qui m'intéresse. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, à plus.